Bonjour, Son Excellence Toulinabo Salama Mouchingi. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal depuis le 4 août 2017. Avant, vous serviez au Burkina Faso de 2013 à 2016. Merci de nous avoir accordé cet entretien ici dans le jardin de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Dakar. Alors, comment se porte la relation bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis? On sait que les deux pays nouent quand même des liens très forts. Bonjour, merci bien de venir nous voir, de faire la traversée pour venir jusqu'ici. Nous connaissons bien sûr les e-media, le groupe e-media. Nous vous félicitons beaucoup de ce que vous faites jusqu'à présent et nous vous encourageons bien sûr dans votre travail. Oui, comme vous l'avez dit, je suis là depuis depuis juillet en fait 2017. Et les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal sont au beau fixe. Ce sont des relations excellentes, des relations basées sur des valeurs communes, des relations avec un objectif gagnant-gagnant que nous pouvons vraiment rendre compte à nos citoyens, les citoyens américains et les citoyens sénégalais, qu'est-ce qu'ils reçoivent de cette relation. Et nous sommes très contents, nous sommes impliqués dans beaucoup de domaines et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais les relations sont excellentes. Absolument, les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines, dont le développement, la santé, l'éducation et la sécurité. La dernière visite d'un officiel américain remonte d'il y a un peu plus d'un an, c'était très exactement le 16 février 2020. Mike Pompeo, alors chef de la diplomatie américaine, avait annoncé une enveloppe de 550 milliards de francs CFA destinée au Sénégal. Pouvez-vous revenir un peu sur la raison pour laquelle cette enveloppe-là a été décaissée par votre pays? Merci bien pour cette question. Comme vous le savez, comme je disais, c'est une relation multiforme. Donc nous sommes dans plusieurs domaines, comme vous l'avez dit. Mais c'est mieux pour mettre tout ça en contexte, c'est mieux de voir quelles sont la politique américaine envers le Sénégal ou envers l'Afrique. Donc nous avons, ce dont vous parlez, c'est surtout dans le côté économie, dans le cadre de relations bilatérales, dans le cadre de renforcement du commerce entre nos deux pays, dans le cadre d'essayer de promouvoir la prospérité de nos deux peuples. Mais ça, c'est seulement un pilier de notre politique. L'autre pilier, bien sûr, c'est la sécurité, un très grand pilier de sécurité qui est là, dont on avait parlé aussi à ce moment-là. Et en fait, le troisième pilier, c'est le pilier de la démocratie, les droits humains et la bonne gouvernance. Que les citoyens se sentent, que les élus se sentent redevables auprès des citoyens, la redevabilité. Mais maintenant, pour revenir à votre question sur la prospérité, oui. Bien sûr, quand notre... La destination des 555 milliards oui. Du Compact. Oui. Quand notre secrétaire d'État était ici, vous rappelez bien que le Compact était signé en 2018, en décembre 2018. Donc les 550 millions de dollars du côté américain, 50 millions de dollars du côté sénégalais qui fait un paquet de 600 millions de dollars, tout ça c'est dans le domaine de l'énergie, dans le but de fournir aux citoyens moyens, aux Sénégalais, l'énergie fiable, mais aussi à coût abordable. Parce que nos deux pays, nos experts, les experts américains, les experts sénégalais, avaient identifié l'énergie, le problème d'énergie, comme une contrainte réelle au développement. Sans énergie, on ne peut pas avancer. En fait, même la Banque africaine de développement parle de l'énergie comme une contrainte au développement des pays africains. Donc à ce moment-là, les deux pays se sont mis d'accord pour essayer d'investir dans ces domaines-là, d'où le paquet de Millennium Challenge Corporation pour investir dans les prochains 5 ans dans les domaines de l'énergie seulement, avec comme objectif à la fin des 5 ans, Inch'Allah, avoir de l'énergie, énergie propre, mais aussi énergie traditionnelle, mais au moins fiable et abordable.
L'énergie propre, parlons-en justement, c'est l'énergie qui est en vogue actuellement avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, beaucoup de pays tendent vers cette énergie écologique et verte. D'ici 1 an, 2 ans, le Sénégal sera un pays important, pétrolier et gazier. Est-ce que dans ce cadre-là, nos deux pays échangent de manière significative? Effectivement, nos deux pays échangent de manière significative. En fait, comme vous le savez, une des grandes compagnies qui est déjà là, c'est la compagnie Cosmos Energy, qui est là au nord, à la frontière offshore. Il travaille sur le gaz là-bas, entre la frontière Mauritanie et Sénégal. Et en fait, c'est un projet tripartite parce qu'il y a BP dedans, la compagnie anglaise, compagnie américaine Cosmos, et aussi les deux pays. Ça implique les deux pays. Le Sénégal et la Mauritanie. Ça, c'est du côté gaz et pétrole. Mais vous le savez aussi, nous sommes le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. Il se trouve à Taïba-Ndiaye. À Taïba-Ndiaye, où ils sont en train de faire il y a un parc éolien qui est le plus grand en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est une compagnie britannique et d'autres compagnies sont impliquées, mais avec le financement du côté américain. Donc nous sommes impliqués dans l'énergie propre, mais aussi de l'énergie traditionnelle. Le dernier volet que je voulais aborder dans ce sens-là, tout le monde maintenant parle de l'énergie solaire. Et vous savez que comme ici quand même, il y a quand même abondance de soleil. Donc il serait vraiment opportun d'en profiter et de voir comment nous pouvons produire l'énergie solaire pour ajouter à ce que nous appelons l'énergie traditionnelle. En fait, ici à l'ambassade même, ça c'est un bâtiment intelligent où un pourcentage de l'énergie que nous utilisons ici vient du soleil. Nous utilisons l'énergie solaire. Ce qui aide aussi la Sénélec parce que dans ce sens-là, le pourcentage que la Sénélec devait nous donner, que nous avons notre propre énergie, la Sénélec peut utiliser ça pour d'autres structures ici au Sénégal, ici à Dakar. Alors, la sécurité figure en tout cas parmi les domaines dans lesquels nos deux pays coopèrent. Il y a quelques semaines de cela, un réseau djihadiste a été démantelé dans le sud-est du pays, à Kidira pour être précis. Ces 4 individus ont été rapatriés sur Dakar et écroués en attendant la suite des investigations. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis aident le Sénégal dans le domaine des renseignements? Nous travaillons main dans la main avec le Sénégal et nous sommes très contents d'avoir un partenaire aussi fiable que le Sénégal, surtout dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la stabilité. Vous voyez, le terrorisme dans le monde, c'est un problème de nous tous, de tout le monde entier. Donc nous n'avons pas de choix que de travailler ensemble. Et nous sommes très contents du travail que nous sommes en train d'accomplir ici au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais beaucoup plus que ça, dans le cadre de la stabilisation de la région et de la sécurité en général pour aider au développement du pays. Donc les cas que vous citez, ça c'est seulement quelques cas parmi d'autres cas dont on ne parle pas. Mais quand vous regardez ce que le Sénégal fait, nous sommes très contents de voir par exemple que dans les forces, la participation du Sénégal dans les forces de maintien de la paix. Le Sénégal a presque 3500 de vos membres de sécurité en travaillant dans les forces de maintien de la paix à l'extérieur. Nous sommes en train de travailler avec le Sénégal dans le cadre de SICO, le comité interministériel de coordination de la lutte contre le terrorisme. Nous travaillons avec eux. Nous avons un centre là à Thiès, centre de formation à Thiès, où nous travaillons avec vos forces de sécurité. Nous travaillons avec toutes les structures, que ce soit les militaires, la gendarmerie, la police. Nous sommes là ensemble en train de travailler avec eux. Nous avons nos structures équivalentes comme le FBI, comme le bureau de la lutte contre le terrorisme, le bureau de la lutte contre les drogues, le DIE. Tout le monde est là et tout le monde travaille main dans la main. À la fin, nous espérons, si on peut faire du Sénégal un exportateur
de la sécurité, c'est ça un de nos objectifs. Un exportateur de la stabilité, parce que sans sécurité, sans stabilité, il n'y a pas de développement. Et ici, nous sommes vraiment très contents d'avoir un partenaire comme le Sénégal. Qu'en est-il de la formation? Nous, ce que nous avons décidé nous nous sommes mis d'accord qu'il y a 3 piliers quand on parle dans ce domaine de la sécurité. Nous avons d'un côté l'équipement, et il faut avoir un équipement moderne, un équipement parce que les mauvaises personnes, là, les djihadistes, etc., ils sont toujours un peu en avance de beaucoup de pays. Donc l'équipement, c'est un pilier. Deuxième pilier, c'est la formation. Il faut que les gens soient formés, soit comment utiliser cet équipement, soit quoi faire s'il y a quelque chose. Finalement, le troisième pilier, c'est les renseignements. Il faut avoir des renseignements. Donc, nous, comme partenaires du Sénégal, nous sommes en train de travailler, d'essayer de cibler, d'avoir des programmes qui correspondent, qui tombent dans chacun de ces paniers. Que ce soit équipement, équiper vos forces de sécurité, formation, échanger. Nous apprenons l'un de l'autre, ce n'est pas qu'un forme l'autre, nous apprenons l'un de l'autre. Et enfin, renseignements, voir comment on peut collecter les renseignements, comment on peut échanger sur les renseignements et ensemble, essayer de faire face à cette menace terroriste. Son Excellence, sous Trump, les États-Unis avaient exprimé leur volonté de se retirer du Sahel. Est-ce que cette volonté-là est toujours de mise? Vous voyez, se retirer, c'est un peu trop dire. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était, et ça se passe dans plusieurs pays du monde, c'était de revoir notre présence à l'étranger, pas seulement au Sahel, de revoir notre programme à l'étranger, voir combien de soldats nous avons, où et pourquoi, et essayer de recalibrer la présence américaine à l'étranger. Mais ce n'était pas question de viser le Sahel. Au Sahel, nous sommes là pour rester. Nous continuons à travailler avec les pays de la G5, nous continuons à travailler avec tous les pays ici aux alentours. En fait, si vous regardez bien notre présence diplomatique en Afrique, nous sommes probablement le deuxième pays après la Chine avec le nombre d'ambassades. Donc au Sahel, nous sommes au Burkina, nous sommes au Tchad, nous sommes à Bamako, nous sommes à Nouakchott, nous sommes à Niamey. Donc nous sommes dans tous ces pays et nous allons continuer à travailler avec ces pays et à continuer à voir ce qu'on peut faire ensemble, que ce soit au niveau du Sahel, que ce soit au niveau bilatéral pour chaque pays et que ce soit au niveau du monde. Alors récemment, le G5 Sahel a tenu son sommet élargi. D'importantes décisions ont été prises. Le Tchad a annoncé qu'il va déployer 1200 soldats sur la zone des 3 frontières. La France également, qui comptait passer le relais aux armées nationales, a dit qu'elle va également rester pour accompagner encore la formation des armées nationales qui s'estiment ne pas encore être prêtes. Quel a été l'apport des États-Unis dans ce sommet du G5 Sahel? À ce sommet-là, bon, bien sûr, nous avons notre ambassade là-bas qui suivait ce qui s'est passé. En passant, je voudrais féliciter le président Macky Sall qui a été invité au sommet comme observateur, comme invité d'honneur, comme observateur, parce que le Sénégal ne fait pas partie de G5. Mais tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que dans chacun de ces pays, le G5, dans chacun de ces pays, nous avons notre bureau du département de défense qui travaille bilatéralement avec les pays concernés, mais aussi au niveau du G5 Sahel, que ce soit à leur niveau quand ils sont à leur siège central. Nous avons des contacts avec eux et nous avions déjà, avant même le sommet, octroyé ou décidé un montant qu'on allait donner à ces pays dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme dans le Sahel. Mais nous, à ce moment-ci, nous étions en train de travailler bilatéralement. Nous travaillons à travers le Mali, à travers le Niger, à travers, pays par pays, bilatéralement. Mais dans le cadre toujours de G5 de supporter l'initiative. Ça, c'est une initiative locale que nous tous, nous devons supporter. Avec ce réseau djihadiste qui a été démantelé, est-ce que cela signifie aujourd'hui que le Sénégal est plus que jamais menacé par le djihadisme? Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons l'expérience dans ce qui se passe dans le monde entier. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun pays au monde n'est à l'abri de cette menace. D'où la nécessité de continuer à nous serrer les coudes, de continuer à travailler ensemble. On ne peut pas prédire où, quelle sera la prochaine cible. Donc c'est pourquoi nous, comme amis, nous comme partenaires, le Sénégal, les États-Unis, nous continuons à nous préparer et être prêts à toute éventualité. L'idée, c'est d'essayer de voir si on peut prévenir, et si on ne peut pas prévenir, si on peut détecter, et une fois détecté, si on peut riposter. Donc c'est ça l'idée, c'est ça la philosophie. Donc nous allons continuer à travailler ensemble, à nous préparer et être prêts pour toute éventualité. Parlons à présent, Votre Excellence, de l'actualité de votre pays. Un républicain s'en est allé, Donald Trump. Un démocrate a pris sa place à la White House, Joe Biden. Comment avez-vous vécu cette transition du pouvoir? Vous savez, les transitions chez nous, c'est tous les 4 ans. Donc ce n'est pas nouveau. Tous les 4 ans, sans faille, il y a élection. L'élection, la date de l'élection est codifiée dans notre Constitution, ce qui veut dire que ça ne change pas. Donc tous les 4 ans, il y a élection. Que le même parti gagne ou que le parti perde, il y a transition. Donc pour nous, ça, ce n'est pas nouveau. Pour nous, comme ambassade, comme agent de carrière, notre rôle, c'est de continuer à travailler comme on l'a toujours fait, avant, pendant et après la transition. Nous continuons, notre travail continue. Mais chaque 4 ans, suivant ce qui se passe aux États-Unis, quelquefois ça attire l'attention de l'étranger, ou quelquefois ça n'attire pas l'attention de l'étranger. Et cette fois-ci, ça a attiré l'attention de l'étranger. Mais ce que je voulais souligner, et ce que je veux vraiment que les Sénégalais, que nos téléspectateurs sachent, c'est que c'était un signe que la démocratie marche. C'était un signe où on voit la démocratie in action, comme nous disons. Et à la fin, bien sûr, le choix du peuple a été entériné. Mais cela fait longtemps qu'on n'a plus vu un président qui n'a fait qu'un seul mandat à la tête des États-Unis. Bon, vous voyez, les élections un peu partout, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit aux États-Unis, la démocratie, c'est comme ça que la démocratie marche. Le peuple, les candidats vont auprès du peuple, le peuple fait un choix et puis le pays continue. Ce que nous voulons continuer, sur quoi nous voulons continuer à insister, c'est une alternance pacifique et que le peuple choisisse librement et dans une façon transparente leurs élus. Il y a eu 4 procès de destitution présidentielle dans toute l'histoire des États-Unis, dont le recordman absolu est Donald Trump. Il a été visé par 2 procédures de destitution. Il y a quelques jours, mi-février, le Sénat l'a acquitté, donc il n'est pas poursuivi pour le délit d'appel à l'insurrection au Congrès. Fallait-il s'attendre à ce verdict? Vous voyez, quand il s'agit de questions de justice, nous, on laisse ça à la justice, on laisse ça au système de fonctionner comme le système a été désigné et prévu. Donc, nous, on ne s'y mêle pas beaucoup. Il y a eu un procès
la procédure a été suivie et le résultat a été obtenu et c'est tout. Nous, on continue. Avant d'être ambassadeur, vous êtes d'abord citoyen américain. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. Comme tout citoyen américain, nous sommes dans le respect de la loi, nous sommes dans le respect de la légalité, nous sommes dans le respect de règles qui régissent quoi que ce soit qui arrive pendant nos élections. Oui. Le motif pour lequel il a été visé par cette procédure de destitution est l'invasion du Capitole mi-janvier par ses partisans, des partisans qui ont envahi le Capitole, saccagé des bureaux de sénateurs, d'autres qui se sont permis donc de prendre des photos et les diffuser sur les réseaux sociaux. Lorsque vous aviez vu ces images déferler sur les télévisions internationales, qu'aviez-vous ressenti? Vous voyez, de telles images, on en voit un peu partout au monde. Ici chez vous, il n'y a pas longtemps, ces 3 dernières semaines, on voit toutes sortes d'images. Mais sans prendre à une institution comme le Congrès, c'est quand même une première dans l'histoire. On voit toutes sortes d'images à la télé, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays du monde. Ce que je veux vraiment que nos collègues sénégalais sachent, c'est que le système marche, il y a un système, il y a des lois, et nous travaillons dans les lois qui régissent nos systèmes et la vie, et on continue. La démocratie américaine en a-t-elle pris un coup? Elle qui est considérée comme l'exemple absolu dans le monde. J'ose espérer que le téléspectateur et les gens qui ont suivi ce qui s'est passé aux États-Unis, que s'il y a une leçon à prendre, c'est que le système marche. Le système a marché comme il a été conçu. Et s'il y a des problèmes, il y a de canevas comment résoudre ces problèmes. S'il y a des mésententes, il y a des lois qui régissent ces mésententes et arriver à en parler ouvertement, discuter, si c'est question de justice, aller vers la justice et puis terminer et avancer. Et c'est ça c'est la leçon qu'il faut prendre de ce qui s'est passé. Alors, quelques jours après ces incidents malheureux, Joe Biden a été officiellement investi comme le 46e président de l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'était le 20 janvier pour être précis. Dans le show, il a pris 17 décrets, dont celui marquant le retour de votre pays dans le traité ou bien dans l'accord de Paris sur le climat, mais également celui qui scelle le retour de votre pays, les États-Unis d'Amérique, au sein de l'OMS, organisation qu'il avait quittée en pleine pandémie. Comment jugez-vous ces décrets? Étaient-ils nécessaires pour lui? Vous voyez, comme je disais, tous les 4 ans, il y a une transition. Oui. Ça peut être transition avec le même président, ça peut être transition avec un président différent. Donc, ce que nous appelons chez nous la période de 100 jours, les premiers 100 jours, les premiers 100 jours sont conçus comme un moment où le nouveau président sent qu'il a quand même un certain momentum et il a le mandat du peuple parce qu'il a été élu, ou elle a été élue si c'est une dame, où il faut prendre quelques décisions spécifiques. Donc, les questions de décret, si vous regardez administration après administration, vous allez voir que chaque administration a eu des décrets. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les 100 jours, on essaie d'accomplir les grandes priorités du pays. Et pour nous, pour le moment, c'est vraiment la lutte contre la COVID-19. C'est ça, notre priorité. Nous sommes concentrés sur cette priorité. Comment protéger le peuple américain de cette pandémie et comment essayer le reste du monde à se protéger de cette pandémie, cette menace sanitaire mondiale. Donc ça, c'est notre priorité pour le moment. Et le reste, on va continuer à le faire, mais le président Biden est focalisé sur cette pandémie pour essayer de faire une différence dans la lutte contre la COVID-19 aux États-Unis
et partout dans le monde, d'où le programme COVAX. Ce matin, nous venons de réceptionner le premier lot dans le cadre de COVAX. Et nous tous, nous étions là avec le président Macky Sall, que je salue en passant, son leadership pour le COVAX, pour la lutte contre la Covid ici au Sénégal, parce que nous aussi, nous habitons ici quand même. Donc, c'est ça la priorité du président Biden pour le moment. Deuxième priorité, c'est comment relancer l'économie du pays. Parce qu'une fois nous passons cet obstacle de la Covid, il faut que l'économie relance. D'où l'idée de ce que nous appelons le stimulus économique qui veut injecter dans l'économie. Donc, de faire passer ça au niveau du Congrès, ça c'est une deuxième priorité. La troisième priorité, bien sûr, c'est comme vous l'avez vu, le retour le rayonnement sur le monde entier, comment continuer à travailler avec nos partenaires du monde entier, d'où le retour dans l'Organisation mondiale de la santé, où nous contribuons, en plus de notre contribution annuelle, où nous contribuons plus de 400 millions de dollars annuellement au niveau de l'organisation, une seule organisation, l'Organisation mondiale de la santé. Mais comme la Covid est là partout au monde, d'où le cadre COVAX et le cadre Gavi. Donc, on est revenu dans l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous l'avez dit, le changement climatique, qui est un sujet mondial aussi, qui est un sujet qui a besoin de tous ses partenaires de pouvoir travailler ensemble. Donc ça aussi, il fallait tout de suite essayer de se ressaisir là-bas. Et voilà, grosso modo, les priorités sur lesquelles il est concentré. La relance de l'économie américaine aujourd'hui en berne, vous l'avez dit, est l'une des priorités de l'administration Biden-Harris. Est-ce que ce sera facile d'atteindre un peu cette relance quand on sait qu'aujourd'hui, des dizaines de millions d'Américains sont au chômage? Si vous regardez au monde, en commençant par le Sénégal, où nous sommes actuellement, tout le monde entier, chaque pays du monde a été affecté par cette Covid. La croissance économique qui était prévue à 6%, 6,5%, maintenant tout le monde parle de 2 à 3, si on a de la chance, 2 à 3%. Donc, aux États-Unis, ils n'ont pas été épargnés non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que nous essayons de faire avec nos partenaires, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans d'autres pays, ou que ce soit aux États-Unis, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour relancer rapidement l'économie du pays. Là où nous avons le gouvernement, le public, et nous avons le privé et toute la société civile au milieu, comment on peut, nous tous, travailler ensemble pour relancer l'économie. L'économie nationale, mais aussi l'économie mondiale. En fait, pour nous ici, quand vous regardez ce que nous faisons, nous sommes en train d'essayer de pousser le côté privé. Au moment où je vous parle, nous avons à peu près une quarantaine de sociétés américaines qui opèrent ici. Ils ont été affectés aussi, que ce soit Delta Airlines, que ce soit Cosmos, que ce soit Microsoft, KFC, etc. etc. Et tout le monde a été affecté. Nous avons de nouvelles sociétés qui veulent investir ici, qui ont été aussi affectées par cette Covid, parce que les négociations sont au ralenti maintenant. Mais ce que nous voulons, c'est que ces sociétés privées continuent à foncer, continuent à essayer d'investir au Sénégal pour aider le côté privé. Ça, c'est le côté privé. Mais on peut toujours avoir des partenariats publics-privés pour la relance de cette économie. Et je crois que pour nous, le modèle américain dont je parle souvent, c'est que le transfert de technologies, le contenu local, la transparence, mais aussi et surtout la création d'emplois locaux. Donc quand vous avez les quatre,
Et si vous avez 4 compagnies qui acceptent de venir investir ici et qui ont ces 4 aspects dans leur paquet, ça aidera non seulement la compagnie américaine, mais aussi l'économie du Sénégal, pour la relance économique. Alors, selon vous, quels sont les leviers sur lesquels il faut s'appesantir pour sortir du gouffre sur le plan économique concernant surtout votre pays? Concernant notre pays, c'est, vous voyez, l'économie américaine est une grande économie. Pour le moment, c'est que le côté privé va continuer à être primordial. C'est que les privés peuvent faire. Et ça va continuer dans ce sens-là. Nous avons l'énergie, qui est toujours un grand problème. L'idée des infrastructures. Et quand on va, il y a des infrastructures qui vieillissent maintenant. Quand on va de New York à San Francisco ou de Michigan en Floride, l'idée d'infrastructures, comment les gens peuvent acheminer leurs marchandises, etc., que ce soit par le chemin de fer, les routes traditionnelles ou les avions, etc. Donc l'idée d'infrastructure, ça va continuer à être un grand sujet. Mais surtout, le peuple lui-même. Il faut que les consommateurs soient là, que les consommateurs puissent avoir des revenus pour consommer, pour dépenser et pour investir. La grosse question. Voilà. On ne peut pas consommer quand on n'a pas de revenus. Voilà. Parlons toujours du coronavirus. L'OMS s'est désolé dernièrement du fait qu'aujourd'hui, les pays, les grandes puissances préfèrent traiter directement avec les firmes pharmaceutiques, fragilisant ainsi l'initiative COVAX qui est mise en place pour promouvoir l'égalité et l'équité par rapport à l'accès aux vaccins entre pays riches et pays pauvres. D'après toujours l'OMS, aujourd'hui, 92% des vaccins disponibles sont entre les mains des 11 pays les plus développés. Une injustice à réparer? Ce matin, comme je disais, nous étions là à la présidence avec tout le monde. Ma collègue de l'OMS était là avec nous, la Banque mondiale était là, l'Union européenne était là, les bilatéraux étaient là, la France, l'Arabie saoudite, tout le monde était là. Pour vous dire que si vous regardez cette image de ce matin, quand vous allez visionner ça ce soir, vous regardez cette image de ce matin, vous voyez exactement que la coopération internationale est indispensable. Et nous sommes conscients de ça. C'est pourquoi, au niveau de Gavi, où nous dépensons 300 millions de dollars par an, en plus de ça, nous avons ajouté les 4 milliards de dollars pour aider dans ce système COVAX. Donc, la coopération internationale marche quand même. Nous allons aller très vite. Il nous reste 2 questions. D'accord. Que faut-il faire pour réparer cette injustice? Ce que je veux dire, c'est que la coopération internationale, dans le cadre des COVAX, est en train de travailler sur ça. Comme vous l'avez vu ici au Sénégal, certains pays utilisent aussi leurs propres moyens pour se procurer, pour ajouter à ce que la COVAX est en train de faire. Rappelez-vous, chaque pays au monde est, bien sûr, d'abord redevable à leurs propres citoyens. Donc, je crois que si vous regardez ce que les pays partenaires ont déjà injecté dans le système COVAX, je crois que vous n'allez pas dire qu'il y a injustice. Que ce soit les grands donateurs comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, etc., l'Union européenne, si vous voyez les montants qu'ils ont déjà injectés dans ces programmes, je crois que vous serez très fiers aussi de cette coopération internationale. Faut-il recentrer dans nos actions de tous les jours l'humain au centre? Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, nous les humains, nous avons une responsabilité à jouer. Et c'est la responsabilité de nous tous de mettre l'humain, comme vous l'avez dit, au centre de nos actions, de tout ce que nous faisons. Et je crois, le respect mutuel, c'est pourquoi nous insistons sur les droits humains, le respect de l'être humain,
pour que la personne, de donner des possibilités, de donner des moyens à la personne. Je crois, chacun de nous, que ce soit vous, que ce soit moi, une fois que nous avons les moyens, nous pouvons essayer de nous protéger nous-mêmes d'abord, protéger nos familles, protéger nos voisins et protéger notre pays. Nous allons terminer avec cette question d'actualité. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a été pointé du doigt par un rapport des services de renseignement des États-Unis, lequel rapport dit qu'il aurait en personne donné l'autorisation soit de capturer ou de tuer le journaliste d'investigation saoudien Jamal Khashoggi, malheureusement assassiné au consul de l'Arabie saoudite à Istanbul. Quelle est votre opinion sur cette question? Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme je l'ai dit au début, pour nous, la question de transparence est très importante. Tout ce que nous avons fait aux États-Unis, c'était de déclassifier un rapport qui existait déjà. Ce n'est pas à nous de juger le contenu du rapport. Nous avons décidé de déclassifier le rapport dans le sens de la transparence pour que le reste du monde sache ce qui était dans le rapport. Mais ça, c'est dans le sens de notre idée de transparence. Et nous allons continuer à travailler avec... Merci beaucoup, Toulinabo Salama Mouchingi. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif ici à l'ambassade des États-Unis à Dakar. À la caméra, Babacar Ndiaye et Seleban Diallo et Youssou Diallo comme chef manœuvre. À la technique, Serigne Saliou Dem. Diplomatie revient la semaine prochaine pour d'autres entretiens exclusifs.